La pauvre serveuse de food truck ignorait le roi dragon dans la file d'attente, jusqu'à ce qu'il murmure « Tu te souviens encore de moi ?» La file d'attente chez Saveur d'ici s'étendait sur la moitié du pâté de maison. Il était 11h30 du matin. Le coup de feu du déjeuner n'avait même pas encore officiellement commencé, mais les gens étaient déjà rassemblés, attendant que le petit food truck bleu ouvre son guichet. Léa Dubois essuya la sueur de son front et vérifia le riz une dernière fois. Parfait, gonflant, juste comme sa grand-mère le lui avait appris, 5 minutes avant l'ouverture. Elle pouvait entendre les conversations à l'extérieur, des employés de bureau se plaignant de leur patron, des ouvriers du bâtiment plaisantant sur la chaleur, des étudiants discutant des examens, la même foule tous les jours, la même routine, la même vie. Léa ne s'en souciait pas. La routine était sûre. La routine était prévisible. La routine permettait de payer les factures et de garder sa grand-mère en vie. En parlant de ça, elle sortit son téléphone et vérifia ses messages. Un de l'hôpital. Le prochain traitement de sa grand-mère était prévu pour jeudi. La facture s'élèverait à 4 000 €. Léa ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle trouverait une solution. Elle le faisait toujours. L'horloge sonna 11h30. Léa fit coulisser la fenêtre de service et afficha son plus beau sourire. « Suivant, s'il vous plaît. » Le rush commença. Pendant les 3 heures suivantes, Léa fut une machine, prenant les commandes, cuisinant, dressant les assiettes, distribuant la nourriture, rendant la monnaie, répétant. Son menu était simple, riz et haricots, poulet grillé, bananes plantain, friand, rien d'extraordinaire, juste de la bonne cuisine honnête faite avec amour. C'est ce que sa grand-mère disait toujours. L'ingrédient secret, c'est l'amour, ma chérie. N'oublie jamais ça. Léa ne l'oublia jamais. Vers 2h30, le coup de feu du déjeuner se calmait. Léa s'appuya contre le comptoir, épuisée, mais satisfaite. Une autre journée réussie. Puis elle le remarqua. Il y avait un homme au fond de la file. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que son camion. Sa montre captait la lumière du soleil et l'aveuglait presque. Ses chaussures étaient de si polies qu'elle pouvait probablement y voir son reflet. Il n'avait rien à faire ici. Léa servit les clients devant lui, jetant des coups d'œil quand elle le pouvait. Il était grand, cheveux foncés, mâchoire forte, le genre de visage qu'on voyait dans les magazines, pas dans les files d'attente de food truck. Quand il atteignit enfin le guichet, Léa sentit son souffle se couper, ses yeux. Il y avait quelque chose dans ses yeux. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle, professionnelle comme toujours. L'homme étudia le tableau du menu pendant un long moment. Puis il sourit. « Que me conseillez-vous ?»« Tout est bon, » dit Léa. « Mais le poulet est la recette de ma grand-mère. C'est le plus populaire. Alors, je prendrai l'assiette de poulet. Banane plantain supplémentaire. » Léa acquiesça et commença à préparer sa commande. Elle pouvait sentir son regard sur elle. Cela la rendait nerveuse. « Journée bien remplie, » dit l'homme. « Toujours. » Léa se concentra sur la nourriture. Les gens aiment la bonne cuisine maison. Je vois pourquoi. L'homme fit une pause. « Vous faites ça depuis un moment ?»« 3 ans. » Léa lui tendit son assiette. 12 €. L'homme sortit son portefeuille et lui tendit un billet de 100 €. « Gardez la monnaie. » Léa cligna des yeux. « Monsieur, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter ça. Considérez ça comme un pourboire, pour le meilleur food truck de la ville. » Avant que Léa puisse protester, l'homme prit son assiette et s'éloigna. Il s'assit sur un banc de l'autre côté de la rue et mangea lentement, regardant le camion. Léa essaya de l'ignorer. Elle avait d'autres clients, d'autres problèmes. Elle n'avait pas le temps de s'interroger sur d'étranges hommes riches qui payaient trop cher pour du poulet. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle avait déjà vu ses yeux auparavant. L'homme revint le lendemain, même heure, même costume, couleur différente. Il fit la queue comme tout le monde. Il commanda la même chose. Assiette de poulet, banane plantain supplémentaire. Et il essaya de laisser un autre pourboire de 100 €. « Non, » dit Léa fermement. « Je vous l'ai dit hier, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que je travaille pour mon argent. »
Je ne prends pas la charité. » L'homme l'étudia pendant un long moment. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Alors considérez ça comme un paiement pour les bananes plantains supplémentaires, dit-il. Ce n'est pas de la charité, c'est du commerce. Les bananes plantains supplémentaires coûtent 2 €. J'aime vraiment les bananes plantains. » Malgré elle, Léa rit. « Vous êtes têtu, c'est ce qu'on me dit. » Il laissa un billet de 50 ce jour-là. Léa essaya de le lui rendre, mais il était déjà parti. Il revint le lendemain aussi, et le suivant, et le suivant. Pendant toute une semaine, l'homme au costume coûteux se présenta chez Saveur d'ici. Il commandait toujours la même chose. Il essayait toujours de laisser un pourboire scandaleux. Il s'asseyait toujours sur le même banc et regardait le camion pendant qu'il mangeait. Léa commença à le considérer comme l'habitué. Son amie Sophie, qui l'aidait avec le camion les jours de forte affluence, avait d'autres noms pour lui. « Le beau gosse fortuné est là encore », annonça Sophie le 5e jour. « Je pense qu'il t'aime bien. »« Il aime la nourriture », dit Léa, sans lever les yeux du grill. Léa. L'homme a littéralement acheté une assiette de poulet et t'a regardé pendant 1 heure hier. Ce n'est pas une question de nourriture. Peut-être qu'il est seul. Il pourrait être seul n'importe où. Il a choisi d'être seul ici, en te regardant. Léa ne répondit pas. Elle ne voulait pas penser à la raison pour laquelle un homme comme ça s'intéresserait à une serveuse de food truck comme elle. Elle avait appris il y a longtemps que les riches et les pauvres ne se mélangèrent pas. Pas d'une manière qui se termine bien pour le pauvre. Le 7e jour, quelque chose changea. Le coup de feu du déjeuner était terminé. La plupart des clients étaient retournés au travail. Léa nettoyait le grill quand elle entendit une voix familière. Léa. Elle leva les yeux. L'habitué était à la fenêtre. Mais il ne commandait pas de nourriture. Il la regardait juste avec ses yeux étranges et familiers. « Puis-je vous aider ?» L'homme resta silencieux pendant un moment. Puis il dit « Tu m'as donné ton sandwich. » « Excusez-moi, il y a 15 ans, derrière l'école primaire Jules Ferry, 3 garçons m'avaient coincé. Ils allaient me frapper pour me voler mon argent de déjeuner. Tu t'es approché d'eux et tu leur as dit de me laisser tranquille. » Léa se figea. Les souvenirs revinrent en force. Un garçon maigre avec des yeux effrayés, 3 brutes 2 fois plus grandes que lui. Sa propre peur, enfouie sous une colère juste. Le sandwich qu'elle lui avait donné parce que les brutes avaient déjà pris le sien. « Tu étais si petite, » continua l'homme, « et ils étaient si grands. Mais tu n'avais pas peur. Tu t'es placé entre eux et moi et tu as dit « Si vous voulez lui faire du mal, vous devrez d'abord me passer sur le corps. » Les mains de Léa tremblaient. Ils t'ont poussé. Ont pris ton déjeuner aussi. Mais tu t'es relevé et tu m'as aidé quand même. Tu as partagé la seule chose qu'il te restait. Un sandwich au Nutella, coupé en triangle. Il sourit. Tu as dit que ta grand-mère les coupait toujours comme ça, parce que les triangles avaient meilleur goût. Léa ne pouvait plus respirer. Je ne t'ai jamais oublié, dit l'homme doucement. Je te cherche depuis des années. Je t'ai enfin retrouvé le mois dernier, mais je voulais en être sûr. Je voulais voir si tu étais toujours la même personne. Il s'approcha encore. Oui, tu es toujours la même. Tu as toujours cette gentillesse. Le même feu sacré, le même cœur qui partage ce qu'il a de plus précieux avec des inconnus qui en ont plus besoin. Léa trouva enfin sa voix. Lucas, l'homme sourit, ce sourire brillant, juvénile, dont elle se souvenait de toutes ces années. « Salut Léa. Tu te souviens encore de moi ?» Léa se souvenait. Elle se souvenait du garçon maigre qui était nouveau dans le quartier. Le garçon qui était trop petit, trop silencieux, trop différent. Le garçon que les autres enfants avaient pris pour cible parce qu'il était une victime facile. Elle se souvenait être rentrée de l'école et l'avoir vu coincé dans la ruelle derrière l'immeuble. 3 élèves de 3e, les poings levés. Le garçon dos au mur sans issue. Elle se souvenait de ne pas avoir réfléchi, juste agi, s'être avancée dans cette ruelle et s'être interposée entre les brutes et leur proie. Elle avait 9 ans. Elle pesait peut-être 30 kilos toute mouillée. Elle n'avait aucun plan, aucun renfort et aucune chance de gagner. Mais elle l'avait fait quand même, parce que c'était la chose à faire.
Les brutes s'étaient moquées d'elle, l'avaient poussée, lui avaient pris son goûter aussi. Mais quand ils étaient repartis, elle s'était relevée, s'était dépoussiérée et avait aidé le garçon à se relever. « Ça va? Pourquoi tu as fait ça ?» Le garçon pleurait. « Ils auraient barré pu te faire mal. Ils te faisaient mal. Mais tu ne me connais même pas. » Elle avait haussé les épaules, logique d'enfant de 9 ans. « Et alors, tu avais besoin d'aide. » Alors, elle avait fouillé dans sa poche et avait sorti la seule chose qui lui restait. La moitié d'un sandwich au Nutella. Sa grand-mère en préparait toujours un de plus au cas où. « Tiens, tu dois avoir faim. » Le garçon avait pris le sandwich comme s'il était en or. « Pourquoi tu es gentil avec moi? Parce que quelqu'un devrait l'être. » Ils s'étaient assis ensemble sur les marches et avaient partagé ce sandwich. 2 enfants qui n'avaient tout rien, trouvant du réconfort l'un auprès de l'autre. Le garçon lui avait dit qu'il s'appelait Lucas. Ses parents venaient d'emménager dans le quartier. Son père travaillait beaucoup et sa mère était toujours triste. Il n'avait pas encore d'amis. Léa lui avait dit son nom et lui avait dit qu'il avait maintenant une amie. Ils étaient rentrés ensemble ce jour-là, et le lendemain, et le jour suivant. Pendant 3 mois, Lucas et Léa ont été inséparables, meilleurs amis. T'as 2 enfants seuls qui s'étaient retrouvés dans un monde qui semblait trop grand et trop méchant. Puis un jour, Lucas n'est pas venu à l'école, ni le lendemain, ni le jour suivant. Léa est allée à son appartement et l'a trouvé vide. Un voisin lui a dit que la famille avait déménagé au milieu de la nuit. Une histoire de travail de son père. Lucas avait disparu, sans au revoir, sans adresse, sans moyen de le contacter. Léa a pleuré pendant 1 semaine. Et puis, parce que la vie ne s'arrête pas pour les cœurs brisés, elle avait continué, grandi, affronté 1000 autres défis et 1000 autres pertes. Elle avait presque oublié le garçon maigre aux yeux effrayés. Presque. « Tu as disparu » dit Léa, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Un jour tu étais là, et puis tu es parti. » Le visage de Lucas s'assombrit d'une douleur ancienne. « Mon père. Il avait des problèmes avec des gens pas fréquentables. On a dû partir vite. Pas le temps de dire au revoir. Pas le temps pour rien. Je t'ai cherché. » Léa sentit les larmes la menacer. « Je suis allé à ton appartement. J'ai demandé à tout le monde. Personne ne savait rien. Je sais. » Lucas passa la main par la fenêtre et prit sa main. « Je voulais revenir. Je voulais te retrouver. Mais je n'étais qu'un enfant. Je n'avais aucun pouvoir. Aucun contrôle. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La mâchoire de Lucas se crispa. « Mon père est mort 2 ans après notre départ. Crise cardiaque. Ma mère s'est effondrée. On s'est retrouvés à la rue pendant un moment. Léa haleta. « Lucas, un oncle nous a recueillis finalement. Pas par gentillesse, par obligation. Il s'est assuré que je sache chaque jour que j'étais un fardeau, un cas de charité, un rappel des échecs de son frère décédé. » Lucas baissa les yeux sur sa montre de luxe. Sa voix était amère. « Mais j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai gratté, j'ai économisé, et j'ai bâti quelque chose à partir de rien. J'ai créé une entreprise dans mon garage quand j'avais 19 ans. Elle a échoué. J'en ai créé une autre. Elle a échoué aussi. La 3e n'a pas échoué. » Il leva les yeux vers elle. « Je vaux 4 milliards de dollars maintenant, Léa. J'ai des bureaux dans 12 pays. J'emploie 15 000 personnes. Je peux acheter tout ce que je veux. » Il lui serra la main. « Mais je n'ai jamais oublié la fille qui m'a défendu quand je n'avais rien. La fille qui a partagé son sandwich quand j'avais faim. La fille qui m'a montré que la gentillesse existe même quand le monde est cruel. » Léa pleurait maintenant. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. 15 ans à se demander. 15 ans à ne pas savoir. Et il était là. « J'ai pensé à toi aussi, » avoua-t-elle, quand les choses devenaient difficiles, quand j'avais envie d'abandonner. Je me souvenais de ce jour-là. Je me souvenais que parfois, la chose juste et la chose difficile sont la même chose. Lucas sourit à travers ses propres larmes. On était juste des enfants. On était des enfants qui savaient ce qui comptait. Ils restèrent là un long moment, les mains entrelacées à travers la fenêtre du food truck. 2 personnes réunies par le destin, la nourriture
et des souvenirs que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais vraiment oubliés. Puis Sophia toussa derrière Léa. Pas pour interrompre ce beau moment. Mais il y a genre 20 personnes qui font la queue. Léa rit, essuyant ses yeux. C'est vrai. Désolé. Je dois. Je sais. Lucas lâcha sa main. Je peux te voir après la fermeture. J'ai tellement de choses à te raconter, tellement de choses que je veux savoir. Léa hésita. 15 ans. C'était long. Ils étaient des personnes différentes maintenant. Il était milliardaire. Elle était propriétaire d'un food truck. Avec une grand-mère malade et une montagne de factures, qu'est-ce qu'ils pourraient bien avoir en commun maintenant? Mais alors elle plongea son regard dans ses yeux. Ces mêmes yeux dont elle se souvenait, effrayés, pleins d'espoir, et voulant désespérément appartenir. Certaines choses ne changeaient pas. « Je ferme à 7 heures, dit-elle. Il y a un parc 2 rues au nord, près de la fontaine. » Lucas sourit. « Je serai là. » Il s'éloigna. Et Léa se tourna vers ses clients avec un sourire qu'elle ne pouvait pas tout à fait réprimer. « C'était quoi ça ?» demanda Sophia. « Longue histoire. Ma fille, tu pleures littéralement et tu souris en même temps. Ce n'est pas une longue histoire. C'est une telenovela. » Léa rit. « Peut-être. Je te raconterai plus tard. » Mais alors qu'elle travaillait pendant le reste de la journée, son esprit dérivait sans cesse vers Lucas, vers le garçon qu'il avait été, vers l'homme qu'il était devenu. 4 milliards de dollars. Ça ne semblait pas réel. Rien de tout cela ne semblait réel. Et pourtant, ils étaient là, 2 enfants du même quartier défavorisé, se retrouvant après toutes ces années. Léa ne croyait pas au destin. Elle croyait au travail acharné, à la détermination et à la chance qu'on se crée. Mais ça ressemblait à quelque chose de plus, quelque chose qui devait arriver. Elle termina la journée en pilote automatique, comptant les heures jusqu'à 7 heures. Léa arriva au parc à 7h15. Elle avait voulu être à l'heure. Mais fermer le camion prenait toujours plus de temps que prévu. Nettoyer le grill, compter la caisse, s'assurer que tout était bien verrouillé. Chloé avait proposé son aide, mais Léa l'avait renvoyée chez elle. Elle avait besoin de ce temps seul pour réfléchir. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Alexandre de Valois était un milliardaire, un vrai milliardaire. Le genre de personne qui avait probablement un jet privé et une maison avec plus de pièces qu'elle n'en avait jamais vues. Et elle était quoi? Une propriétaire de food truck avec une grand-mère mourante et un compte en banque qui était toujours à une mauvaise semaine de la catastrophe. C'était de la folie. Mais elle continua à marcher vers le parc des Buttes-Chaumont. Malgré tout, Alexandre était déjà là, assis sur un banc près de la fontaine, regardant le ciel qui s'assombrissait. Il avait enlevé son costume et portait maintenant un jean et une simple chemise boutonnée. Il avait l'air presque normal, presque. Léa s'assit à côté de lui. Le murmure de la fontaine emplissait l'espace entre eux et le monde. « Tu es venu, » dit Alexandre. « J'ai failli ne pas venir. » Pourquoi? Léa le regarda, vraiment le regarda. Les années l'avaient changé. Il était plus grand, maintenant, plus large d'épaules. Son visage avait perdu sa douceur d'antan et avait gagné en caractère. Il ressemblait à un homme qui s'était battu pour tout ce qu'il avait. Ce qui, supposait-elle, était le cas. Parce que tu es Alexandre de Valois. Tu possèdes la moitié de la ville. Tu as probablement des assistants pour tes assistants. Et moi, je vends des plats de poulet depuis un camion. Alexandre rit. Et moi qui pensais que tu m'aimais pour ma personnalité. Je suis sérieuse. Moi aussi. Alexandre se tourna vers elle. Léa, j'ai passé 15 ans à te chercher. 15 ans à me demander ce qui était arrivé à la petite fille courageuse qui tenait tête aux brutes 2 fois plus grandes qu'elle. Tu crois que je me soucie de ton food truck? La plupart des gens s'en soucieraient. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, admit Léa. Tu ne l'es pas. Ils restèrent silencieux pendant un moment. La fontaine continuait sa douce mélodie. « Parle-moi de ta vie, demanda Alexandre. De tout. Je veux tout savoir. » Alors Léa lui raconta. Elle lui parla de ses parents. Comment sa mère était morte quand elle avait 3 ans, d'un cancer.
Comment son père avait essayé de l'élever seul, mais n'avait pas pu. Comment il l'avait déposé chez sa grand-mère un jour, et n'était jamais revenu. Elle lui parla de grand-mère Élise, la femme qui l'avait accueillie sans hésitation, qui lui avait appris à cuisiner, à nettoyer et à travailler dur, qui l'avait aimé inconditionnellement, même quand Léa avait été difficile, en colère et perdue. Elle lui parla du collège, travaillant à 2 emplois, tout en essayant de maintenir ses notes à flot, économisant chaque centime pour un avenir qu'elle pouvait à peine imaginer. Elle lui parla de ses rêves, l'école de cuisine, un vrai restaurant un jour, rendre sa grand-mère fière. Elle lui raconta comment ses rêves étaient de mort. Grand-mère Élise tombant malade, les factures médicales s'accumulant, le choix entre l'école et la survie. Elle lui parla du food truck, son compromis, un moyen d'utiliser ses compétences culinaires, tout en restant suffisamment flexible pour prendre soin de sa grand-mère. Elle lui raconta les 3 dernières années, les longues heures, l'inquiétude sans fin, la jonglerie constante des factures, des traitements et des prières. Elle lui dit tout, et quand elle eut fini, Alexandre resta silencieux pendant un long moment. « Tu es incroyable », finit-il par dire. « Tu sais ça ?» Léa rit amèrement. « Je survis à peine. Non, tu prospères, contre des probabilités impossibles, sans aide, sans soutien, sans filet de sécurité. Tu as bâti une entreprise prospère, tout en prenant soin d'un membre de ta famille malade. La plupart des gens auraient abandonné il y a des années. Je ne pouvais pas abandonner. Ma grand-mère est tout ce que j'ai. Et elle a de la chance de t'avoir. » Léa sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle les repoussa en clignant des yeux. Elle avait assez pleuré pour une journée. « À ton tour, dit-elle. Parle-moi de ta vie. » Alors Alexandre lui raconta. Il lui parla des années qui suivirent son départ, déménageant de ville en ville, alors que son père essayait de distancer les gens qui les poursuivaient, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour se faire des amis, ne se sentant jamais en sécurité. Il lui parla de la mort de son père, une crise cardiaque dans une chambre de motel. Alexandre avait 11 ans. Il avait dû appeler l'ambulance lui-même. Il lui parla de la dépression de sa mère, le chagrin qui la consumait, la façon dont elle avait cessé d'être capable de fonctionner, la façon dont il avait dû devenir l'adulte à 11 ans. Il lui parla de son oncle, Richard de Valois, le frère aîné de son père, un homme d'affaires prospère qui avait accepté de les accueillir, mais avait clairement fait comprendre chaque jour qu'ils étaient indésirables. Il lui parla des années de cruauté, des abus verbaux, des rappels constants qu'il était un fardeau, la façon dont son oncle avait essayé de le briser. Il lui parla de sa rébellion, travaillant secrètement, tout en faisant semblant d'être un bon à rien inutile, économisant de l'argent, apprenant tout ce qu'il pouvait sur les affaires, attendant sa chance. Il lui parla du lancement de sa première entreprise, dans un garage, avec un ordinateur portable emprunté et un rêve, de l'échec, recommençant, échouant à nouveau, recommençant. Il lui parla de sa 3e entreprise, de la percée qui avait tout changé, des investisseurs qui avaient cru en lui, de la croissance qui semblait impossible, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Il lui parla du succès, du rachat de la société de son oncle, juste pour voir l'expression sur son visage, de donner à sa mère les soins dont elle avait besoin, de la construction d'un empire à partir de rien. Il lui parla de la solitude, d'être entouré de gens qui voulaient son argent, mais pas lui, du défilé sans fin de faux amis et de profiteurs, se demandant si quelqu'un verrait un jour l'enfant effrayé derrière le masque du milliardaire. Il lui dit tout, et quand il eut fini, Léa tendit la main et prit la sienne. « Je me souviens de cet enfant, » dit-elle doucement. Il était plus courageux qu'il ne le savait. Alexandre lui serra la main. Cette petite fille aussi. Ils restèrent assis ensemble, alors que les étoiles apparaissaient, 2 êtres brisés trouvant du réconfort dans une histoire partagée et des cicatrices partagées. Léa ne savait pas ce que c'était, ne savait pas où cela allait, ne savait pas si cela pouvait fonctionner. Mais pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié comment ressentir, l'espoir. Les semaines suivantes furent un tourbillon.
Alexandre commença à se présenter au food truck tous les jours, pas seulement pour déjeuner. Il venait le matin pour aider Léa à s'installer. Il restait tard pour l'aider à nettoyer. Il lui apportait du café et la forçait à prendre des pauses. Au début, Léa essaya de refuser son aide. « Tu es un milliardaire. Tu ne devrais pas nettoyer des grilles. »« J'aime nettoyer les grilles. C'est méditatif. » Alexandre. Léa. Il posa la brosse à récurer et la regarda. « J'ai passé 15 ans à bâtir une fortune. Je peux passer quelques heures à t'aider à construire la tienne. Ce n'est pas une question d'argent. Non, c'est une question de temps. J'ai manqué 15 ans de ta vie. Laisse-moi être là pour une partie maintenant. » Léa ne pouvait pas contredire ça. Alors elle le laissa aider. Et à sa grande surprise, il était réellement utile. Il apprit le menu, comprenant le rythme du rush. Et il a même commencé à prendre des commandes quand Léa n'était pas là. Les clients l'adoraient. « Qui est ce nouveau ?» demandait-il. « Juste un ami », répondait Léa. On dirait qu'il devrait diriger une entreprise, pas servir des bananes plantains. « Tout le monde a besoin d'un plan B », répliquait Lucas avec un clin d'œil. C'est devenu leur routine, leur rythme, leur petite vie étrange ensemble. La grand-mère de Léa a remarqué le changement. « Tu souris plus », dit grand-mère Elena un soir. Léa était venue lui rendre visite après avoir fermé le food truck. « Tu n'as pas autant souri depuis des années. »« Je suis juste fatiguée », esquiva Léa. « Ma chérie, je te connais depuis que tu es bébé. Ne me mens pas. »« Qui est-ce » Léa soupira. Il ne servait à rien de cacher quoi que ce soit à sa grand-mère. Cette femme pouvait la lire comme un livre ouvert. Il s'appelle Lucas. C'est un vieil ami de quand j'étais enfant. Le garçon que tu as sauvé des brutes, Léa cligna des yeux. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout, mon ange. Tu es rentré à la maison ce jour-là avec une robe déchirée et des genoux écorchés. Et le plus grand sourire. Tu as dit que tu t'étais fait un ami. Il a déménagé. Je pensais que je ne le reverrais jamais. Mais tu l'as revu. Il m'a retrouvé, au food truck. Grand-mère Elena sourit avec malice. Et maintenant il t'aide à nettoyer les grilles. C'est ce que les milliardaires font de leur temps, n'est-ce pas? Léa gémit. Comment sais-tu qu'il est milliardaire? Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas stupide. Je lis les nouvelles. Lucas Hartwell, le plus jeune milliardaire autodidacte du pays. Très beau, très célibataire, et apparemment très intéressé par ma petite fille. Abuela, quoi? Je suis heureuse pour toi. Tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur. Ce n'est pas comme ça, nous sommes juste amis. Grand-mère Elena lui lança un regard. Ma chérie, ce garçon n'a pas passé 15 ans à te chercher juste pour être ami. Léa n'avait pas de réponse à ça. Elle essayait encore de comprendre ce que Lucas et elle étaient, ce qu'ils pourraient être. Ce qui avait du sens compte tenu de leur vie très différente. Lucas semblait content d'attendre. Il ne forçait pas. Il ne mettait pas de pression. Il se présentait juste tous les jours, se rendait utile et lui rappelait de 1000 petites façons qu'il était là. C'était déroutant. C'était merveilleux. C'était terrifiant. Parce que Léa commençait à ressentir des choses qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Commençait à imaginer des choses qui semblaient impossibles. Commençait à espérer des choses qui ne pourraient que se terminer en chagrin d'amour. Les riches ne finissent pas avec les filles de food truck. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Mais Lucas continuait à se montrer. Et Léa continuait à le laisser faire. Et lentement, prudemment. Des murs qu'elle avait construits des années auparavant ont commencé à se fissurer. Les ennuis ont commencé un mardi. Léa était à l'hôpital avec sa grand-mère. Une autre série de tests. Une autre conversation avec les médecins sur les options de traitement et les plans de paiement et des choses que Léa pouvait à peine se permettre. Son téléphone vibra. Un texto de Sophia. Ma poule, il y a genre 5 camionnettes de télé devant le camion. Qu'est-ce que t'as fait? Le sang de Léa se glaça. Elle s'excusa et appela Sophia immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire, des camionnettes de télé? Je veux dire que Canal 7 et Canal 4, et je pense que CNN, sont tous stationnés devant Saveur d'ici. Ils posent des questions sur toi et Lucas Hartwell. Un truc sur un scandale. Léa sentit son estomac se nouer. Scandale?
Je ne connais pas les détails. Mais ils disent que Lucas sort avec une propriétaire de food truck et que sa famille n'est pas contente. Ma poule, dans quoi tu t'es embarquée? Léa ne savait pas, mais elle était sur le point de le découvrir. Elle se précipita vers la chambre de sa grand-mère. « Abuela, je dois y aller. Il s'est passé quelque chose au camion. Vas-y, mon ange. » « Je vais bien. » Léa embrassa son front et courut. Au moment où elle atteignit Saveur d'ici, la foule avait grossi. Pas seulement des camionnettes de télé maintenant, des photographes, des reporters, des gens au hasard, avec des téléphones, essayant d'apercevoir le drame. Et au milieu de tout ça, debout devant son food truck comme s'il lui appartenait, il y avait un homme que Léa n'avait jamais vu auparavant. Il était grand, cheveux argentés, costume coûteux. Il ressemblait à ce que Lucas pourrait ressembler dans 30 ans. Si Lucas avait un rictus permanent et des yeux qui calculaient tout comme si c'était une transaction commerciale. Richard Hartwell, l'oncle de Lucas, l'homme qui avait fait de son enfance un enfer. « Mademoiselle Dubois, dit Richard d'une voix douce, ravi de vous rencontrer enfin. J'ai tellement entendu parler de vous. » Léa s'arrêta. Les caméras tournaient. Tout le monde regardait. « Je ne sais pas qui vous êtes, dit-elle prudemment. « Oh, je pense que si. » Richard sourit. Ce n'était pas un joli sourire. « En fait, je suis l'oncle de Lucas, sa famille, et je suis ici pour vous aider à comprendre quelque chose de très important. » « Et c'est quoi ?» Richard se rapprocha. Sa voix baissa, mais les microphones l'ont probablement quand même capté. « Vous faites une erreur, mademoiselle Dubois. Lucas est subjugué par une fantaisie d'enfance, mais les fantaisies ne durent pas. Et quand il se réveillera, quand il réalisera ce qu'il a fait, il ne vous restera rien. Je n'en veux pas à son argent. » Bien sûr que non. Le ton de Richard montrait clairement qu'il ne la croyait pas. « Vous êtes juste une simple propriétaire de food truck qui a reconnecté avec un milliardaire. Comme c'est romantique. » Léa sentit la colère monter. « Quoi que vous pensiez savoir sur moi, vous vous trompez. Je sais tout sur vous, mademoiselle Dubois. Votre entreprise en faillite, les factures médicales de votre grand-mère, votre désespoir. » Richard se pencha. « Je sais que vous avez besoin d'argent, et je sais que Lucas est une cible facile. » Les caméras cliquèrent. Les reporters gribouillèrent. La foule murmura. Léa se sentit mal. C'était un coup monté. Richard essayait de la faire passer pour une chercheuse d'or devant toute la ville. « Je n'ai rien demandé à Lucas, » dit-elle entre ses dents serrées. « Je ne savais même pas qui il était avant qu'il ne me le dise. Comme c'est pratique, c'est la vérité. La vérité. » Richard rit. « La vérité est que mon neveu a passé toute sa vie à prendre des décisions stupides, basées sur l'émotion, plutôt que sur la logique. Et vous, mademoiselle Dubois, êtes sa dernière erreur. Mais je suis ici pour réparer ça. » Il sortit son téléphone et le leva. Une photo remplit l'écran. Léa et Lucas au parc, se tenant la main, se regardant. « Vous reconnaissez ça ?» demanda Richard. « J'ai des gens qui surveillent Lucas, depuis des années. Quand il a commencé à rôder autour de votre petit food truck, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai enquêté. Vous nous avez espionnés. J'ai protégé ma famille. » Richard rangea le téléphone. « Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez arrêter de voir Lucas. Vous allez lui dire que tout était une erreur. Et en échange, je ferai disparaître tous vos problèmes. » « Quoi ? 1 million de dollars, mademoiselle Dubois, pour que vous partiez. Cela devrait couvrir le traitement de votre grand-mère et plus encore. Tout ce que vous avez à faire est de briser le cœur de Lucas. » Léa le fixa. 1 million de dollars. Cela résoudrait tout. Les factures médicales, les paiements du camion, le stress constant de se demander si elle aurait assez pour survivre un mois de plus. 1 million de dollars pour un cœur brisé. « Non, » dit Léa. Le sourire de Richard vacilla. « Pardon, j'ai dit non. » La voix de Léa était plus forte maintenant, assez forte pour que les caméras l'entendent. « Vous pouvez prendre votre argent, vos menaces et vos photos de surveillance et vous les mettre là où je pense. Comprenez-vous ce que vous refusez? Comprenez-vous ce que vous me demandez de faire ?» Léa fit un pas en avant. « Vous voulez que je trahisse la seule personne qui ait jamais cru en moi. Vous voulez que je brise le cœur d'un homme qui a passé 15 ans à me retrouver.
Vous voulez que je prouve que je suis exactement le genre de personne que vous pensez que je suis. Je vous offre une fortune. Vous m'offrez de l'argent sale. Et je ne le prendrai pas. Pas pour 1 million. Pas pour 1 milliard. Pas pour rien. La foule était silencieuse maintenant. Même les journalistes avaient cessé leurs questions. Le visage de Richard se tordit. Vous le regretterez. Peut-être. Léa resta ferme. Mais je regretterais beaucoup plus de trahir Lucas. Elle le dépassa, ignorant les caméras, ignorant les questions, ignorant tout sauf la porte de son food truck. Saveur d'ici. Elle monta à l'intérieur et verrouilla la porte derrière elle. Puis elle s'assit sur le sol et trembla. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Elle venait de refuser $1 million en direct à la télévision. Elle venait de se faire l'ennemi de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Elle venait de peindre une cible sur son dos pour tous les tabloïds et sites de potins du pays. Tout ça pour Lucas, un homme qu'elle connaissait depuis 3 mois, un homme dont elle n'était même pas SRE qu'elle fréquentait, un homme qui méritait mieux que de voir sa famille essayer de soudoyer son ami d'enfance. Le téléphone de Léa sonna. Elle regarda l'écran. Lucas. Elle répondit, « Léa, je viens de voir les nouvelles. Ça va? Votre oncle vient de m'offrir $1 million pour que je vous largue. Je sais, j'ai vu, le monde entier a vu. » Il y avait de l'admiration dans sa voix. Tu as dit non. Bien sûr que j'ai dit non. Léa, $1 million. Lucas, je sais. Silence. Puis un son qui aurait pu être un rire ou un sanglot. J'arrive te chercher. Ne bouge pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je me cache dans mon food truck comme une lâche. Tu n'es pas une lâche. Tu viens de tenir tête à Richard Hartwell à la télévision nationale. Il faut plus de courage que la plupart des gens n'en ont dans toute leur vie pour faire ça. J'ai aussi probablement détruit mon entreprise. Qui va vouloir acheter des friands à la femme au centre d'un scandale de milliardaires? Moi, je veux des friands. Je veux tous tes friands. J'achèterai tout ton stock tous les jours pour le reste de ma vie. Ce n'est pas viable. Vivre sans toi non plus. J'arrive dans 10 minutes. Il raccrocha. Léa s'assit dans son camion et attendit. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seule à y faire face. Lucas arriva en 8 minutes. Il se gara dans une voiture qui coûtait probablement plus que toutes les économies de la vie de Léa, sauta avant qu'elle ne soit complètement arrêtée et courut vers le food truck. Léa ouvrit la porte et il la serra dans ses bras. « Je suis tellement désolé, » dit-il dans ses cheveux. Richard a toujours été un serpent, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Il m'a traité de profiteuse à la télévision nationale. C'est un menteur et tout le monde le sait. Lucas recula et la regarda. Léa, ce que tu as fait, lui tenir tête comme ça, refuser son argent. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je devais le faire. $1 million. La voix de Lucas se brisa. Tu as besoin de cet argent. Ta grand-mère. Ma grand-mère me tuerait si je prenais de l'argent sale. Elle m'a mieux élevé que ça. Lucas rit. Un son humide et brisé. Mon Dieu, tu es incroyable. Tu le sais, ça? Je suis terrifié. Léa avoua. Je viens de me faire l'ennemi de l'homme le plus puissant de ta famille, devant les caméras, devant le monde entier. Richard n'est pas l'homme le plus puissant de ma famille. C'est moi. Et il est sur le point de le découvrir. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. La mâchoire de Lucas se crispa. Mon oncle dirige le conseil d'administration de mon entreprise depuis trop longtemps, utilisant mon nom pour conclure des accords que je n'ai jamais approuvés, s'attribuant le mérite d'un travail qu'il n'a pas fait. J'ai laissé couler parce que la famille est censée compter. Et maintenant, il a attaqué la femme que j'aime. Alors la famille ne compte plus. Le souffle de Léa se coupa. La femme que tu. Quoi? Lucas se figea. Il sembla réaliser ce qu'il venait de dire. La femme que je. Il bégaya. Tu viens de dire que tu m'aimes? J'allais attendre, trouver le bon moment, rendre ça romantique. Mais apparemment, ma bouche avait d'autres projets. Léa le fixa. Cet homme qui avait passé 15 ans à la chercher, qui l'avait aidé à nettoyer les grilles et à servir des assiettes de friands.
qui venait de la regarder refuser $1 million pour rester à ses côtés. « Je t'aime aussi, dit-elle. Le visage de Lucas s'illumina comme le soleil qui sort après une tempête. « Vraiment ?» J'essayais de ne pas. « Parce que tu es un milliardaire et que je suis propriétaire d'un food truck et que ça n'a absolument aucun sens. » L'amour n'a pas besoin d'avoir un sens. Non. Léa leva la main et toucha son visage. Je suppose que non. Ils s'embrassèrent dans l'embrasure de la porte de son food truck. Les caméras continuaient de flasher au loin. Les journalistes continuaient de crier des questions. Le monde entier regardait. Aucun d'eux ne s'en souciait. Les retombées de l'attaque de Richard furent immédiates et brutales. La couverture médiatique explosa. Léa Dubois devint le nom le plus recherché sur Internet. Son food truck fut assiégé par des journalistes, des curieux et des gens qui voulaient juste voir la femme qui avait refusé $1 million. Son entreprise aurait dû s'effondrer. Au lieu de cela, elle tripla. « Je ne comprends pas, dit Léa, fixant la file d'attente qui s'étendait autour du pâté de maison. Pourquoi tous ces gens sont là ?» Lucas sourit. « Parce que tu es devenue une héroïne populaire. La femme qui a tenu tête à un tyran milliardaire et qui a choisi l'amour plutôt que l'argent. Les gens veulent soutenir ça. Ils veulent soutenir mes friands? Ils veulent te soutenir toi. Les friands sont un bonus. » Sophia était dépassée. Léa était dépassée. Elles ont dû embaucher 3 personnes de plus juste pour répondre à la demande. « C'est de la folie, » dit Sophia à la fin d'un quart de travail de 12 heures. « On a servi 500 personnes aujourd'hui. 5 cents. On était contente avec 50 avant. » Léa secoua la tête incrédule. « Il y a une semaine, je m'inquiétais de payer le loyer. Maintenant, je n'arrive pas à faire assez de friands. C'est l'effet Lucas Hartwell. Quand un milliardaire déclare publiquement son amour pour toi, les gens font attention. Il n'a rien déclaré. Il a juste dit ça, par accident, devant les caméras, tout en combattant son oncle maléfique. C'est quasiment une déclaration. » Léa supposa que c'était le cas. Pendant ce temps, Lucas menait une guerre. Fidèle à sa parole, il s'en prit à Richard avec tout ce qu'il avait. Réunion du conseil d'administration, vote des actionnaires, actions en justice. Chaque accord sale que son oncle avait conclu, chaque raccourci qu'il avait pris, chaque mensonge qu'il avait dit. Lucas exposa tout. C'était brutal. C'était bordélique. C'était vraiment, vraiment cher. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » lui dit Léa un soir. Ils étaient assis sur la véranda de sa grand-mère, à regarder les étoiles. « Tu aurais pu simplement l'ignorer. Je ne pourrais jamais ignorer ce qu'il t'a fait. Il ne m'a pas vraiment blessé, juste embarrassé. » Lucas se tourna vers elle. Il a essayé de t'acheter. Comme si tu étais une marchandise. Comme si tu étais un problème à régler avec de l'argent. Ce n'est pas embarrassant, ça. C'est déshumanisant. Il ne me connaît pas. Il ne veut pas te connaître. C'est ça le problème. Pour Richard, tu n'es qu'un obstacle. Quelque chose qui se dresse entre lui et le contrôle de ma vie. Il essaie de me manipuler depuis que j'ai 11 ans. Et je l'ai laissé faire parce que je pensais avoir besoin de lui. Mais tu n'en as pas besoin. Non, je n'ai plus besoin de lui depuis des années. J'avais juste peur de l'admettre. Peur que, sans famille, je sois seul. Léa lui prit la main. Tu n'es pas seul. Je sais. Lucas lui sourit. Je t'ai, toi. T'as maintenant. Et ta grand-mère. Et Sophia. Et 500 personnes par jour qui veulent des plats de poulet. Léa rit. C'est un sacré système de soutien. C'est le seul dont j'ai besoin. Grand-mère Elena se traîna sur la véranda avec 3 tasses de thé. Arrêtez d'être romantique et buvez ça. C'est bon pour la santé. Oui, mamie, dit Lucas, en acceptant la tasse. Et toi, grand-mère Elena, pointa Léa du doigt. Arrête de t'inquiéter autant. L'univers récompense le courage. Tu as été courageuse. Maintenant, tu as des récompenses. Ce n'est pas si simple, abuela. C'est exactement si simple. Tu réfléchis trop, c'est tout. Lucas renifla dans son thé. Léa le foudroya du regard. Ne l'encourage pas. Mais elle a raison. Tu réfléchis trop. Grand-mère Elena tapota l'épaule de Lucas. J'aime bien celui-là. Il a du bon sens. » Léa abandonna et but son thé. La guerre avec Richard
atteignit son point culminant 3 semaines plus tard. Lucas avait convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L'ordre du jour était simple. Un vote de défiance envers Richard Hartwell. Car s'il était adopté, Richard serait définitivement écarté du conseil d'administration. Richard n'allait pas se laisser faire sans combattre. « Tu fais une erreur », dit Richard. La réunion se tenait dans une immense salle de conférence. Des centaines d'actionnaires, des caméras partout. Ce n'était pas juste des affaires, c'était du théâtre. La seule erreur que j'ai commise, c'est de t'avoir laissé rester aussi longtemps, répondit Lucas. Il se tenait à la tribune, calme et posé. Mais ses yeux étaient d'acier. J'ai bâti cette entreprise. Non. Mon père a bâti cette entreprise. Tu t'es juste attribué le mérite après sa mort. Murmure d'indignation dans la foule. Ça devenait personnel. Ton père était faible, ricana Richard. Il ne pouvait pas gérer la pression, ne pouvait pas prendre de décisions difficiles. Si je n'étais pas intervenu, Hartwell Industries se serait effondré. Mon père a fait une crise cardiaque parce que tu le volais. La voix de Lucas trancha comme un couteau. J'ai les preuves, les comptes cachés, les fonds détournés. Tu l'as poussé dans la tombe et tu as pris tout ce qu'il avait construit. Le visage de Richard pâlit. C'est un mensonge. Vraiment? Lucas sortit un dossier. J'ai des relevés bancaires, des emails, des témoignages d'anciens employés. Tu fraudes cette entreprise depuis 20 ans. Et aujourd'hui, ça s'arrête. La salle explosa. Des actionnaires qui criaient, des avocats qui chuchotaient avec urgence, le visage de Richard passant par la colère, la peur et le désespoir. « Tu ne peux rien prouver, » dit Richard. Sa voix tremblait maintenant. « Je l'ai déjà fait. Les documents sont en train d'être distribués à chaque actionnaire, au moment où je parle, avec une recommandation du comité d'audit de te destituer immédiatement et de saisir les autorités compétentes. » Lucas s'éloigna de la tribune. « Cet homme a agressé quelqu'un que j'aime, a essayé de détruire sa réputation, lui a offert de l'argent pour me quitter. Il pensait pouvoir acheter et intimider les gens toute sa vie. » Lucas regarda droit dans les yeux son oncle. Il avait tort. Le vote fut sans appel. 92% en faveur de la destitution. Richard Hartwell fut escorté hors du bâtiment par la sécurité. Son visage était un masque de fureur. Mais il ne pouvait rien faire. Son règne était terminé. Lucas trouva Léa qui l'attendait dehors. Elle avait regardé toute la scène sur son téléphone, en streaming depuis le food truck. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Plus léger. Comme si un poids que je ne savais pas que je portais avait enfin disparu. »« Tu l'as détruit. Il s'est détruit lui-même. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. » Léa le serra fort dans ses bras. « Ton père serait fier. » Les bras de Lucas se resserrèrent autour d'elle. « J'espère. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être à la hauteur de sa mémoire, à essayer de construire quelque chose dont il serait fier. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Pas seulement l'entreprise. » Lucas recula et la regarda. « Nous. Ça. Toi. C'est de ça que je suis fier. » Léa l'embrassa. Là, dans la rue, devant le siège de Hartwell Industries, où tout le monde pouvait voir. Elle s'en fichait. Lui non plus. Ils avaient mérité ce moment. 3 mois après la destitution de Richard, Lucas fit sa demande en mariage. Il ne le fit pas dans un restaurant chic ou dans un endroit exotique. Il le fit à Saveur d'ici, devant le food truck où ils s'étaient retrouvés. Léa était arrivée tôt pour préparer la journée. Mais au lieu de son installation habituelle, elle trouva le camion entouré de guirlandes lumineuses, des fleurs partout, et Lucas debout au milieu, tenant une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léa, la voix brisée. « C'est là que tu m'as sauvé, » dit Lucas. « La première fois, quand nous étions enfants, et la deuxième fois, quand tu as refusé d'abandonner. C'est là que je suis tombé amoureux de toi. Encore. » Il posa un genou à terre. « Léa Dubois, tu m'as donné ton sandwich au Nutella quand j'avais faim. Tu m'as défendu quand j'avais peur. Tu as refusé $1 million parce que tu croyais que je valais plus que de l'argent. » Il ouvrit la boîte. La bague à l'intérieur était simple et magnifique. Un seul diamant qui capturait la lumière du matin.
Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à essayer d'être à la hauteur de la foi que tu as en moi ?» Léa pleurait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. « Oui, dit-elle. Oui, 1000 fois oui. » Lucas glissa la bague à son doigt. Puis il se releva et la tira dans un baiser. Quelque part derrière eux, Sofia se mit à crier de joie. Grand-mère Helena pleurait. Une foule s'était rassemblée, des inconnus qui s'étaient arrêtés pour regarder le milliardaire faire sa demande en mariage à la fille du food truck. « C'est la chose la plus romantique que j'ai jamais vue, » dit quelqu'un. Mieux que dans les films, acquiesça quelqu'un d'autre. Léa ne se souciait pas du public. Elle ne se souciait que de Lucas, de cette vie impossible, magnifique, insensée qu'ils avaient, d'une manière ou d'une autre, construite ensemble. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime aussi. » Lucas sourit. « Tu te souviens encore de moi ?» Léa rit à travers ses larmes. Toujours. Le mariage eut lieu à la date anniversaire de leur retrouvaille. 1 an après que Lucas se soit présenté à Saveur d'ici. 1 an après qu'il ait murmuré ces mots qui ont tout changé. « Tu te souviens encore de moi ?» La cérémonie se déroula dans une maison de quartier, dans leur ancien quartier, celui où ils avaient grandi, celui où Léa avait sauvé Lucas des brutes, celui où leur histoire avait commencé. Ce n'était pas un lieu luxueux, ce n'était pas un endroit dispendieux, mais c'était leur endroit. Les invités étaient un mélange des associés de Lucas et des habitués du food truck de Léa. Sophie était demoiselle d'honneur. Grand-mère Élise était assise au premier rang, pleurant de joie. Lucas se tenait à l'autel, l'air nerveux pour la première fois depuis que Léa le connaissait. Puis, elle avança dans l'allée. Elle portait une simple robe blanche, rien de griffé, rien de tape à l'œil. Juste, magnifique. L'expression de Lucas quand il l'a vue, c'était quelque chose dont Léa se souviendrait pour le reste de sa vie. « Tu es incroyable », murmura-t-il, alors qu'elle le rejoignait. « Tu as l'air terrifié. »« Je le suis. J'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. » Léa prit ses mains. « C'est la réalité. Nous sommes réels. » Le célébrant s'éclaircit la gorge. « Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner de l'union de Lucas Hartwell et Léa Dubois. 2 personnes qui se sont trouvées, perdues et retrouvées. La cérémonie fut courte et touchante. Ils avaient écrit leurs propres vœux. « Léa », commença Lucas. « Il y a 20 ans, j'étais un gamin effrayé, sans amis, sans espoir. Puis, tu es apparu. Tu t'es interposé entre moi et ceux qui essayaient de me faire du mal. Tu as partagé ton goûter quand je n'avais rien. Tu m'as montré à quoi ressemblait le courage. » Il serra ses mains. « J'ai passé 15 ans à essayer de te retrouver. 15 ans à me demander si je rencontrerais un jour quelqu'un avec ton cœur, ton feu, ton impossible obstination bienveillante. » Sa voix se brisa. Puis, un jour, tu étais là, servant des plats de poulet depuis un food truck, toujours courageuse, toujours gentille, toujours tout ce dont je me souvenais. Et plus encore, tu ne savais pas qui j'étais. Tu te fichais de mon argent. Tu as juste vu un client et tu m'as traité comme un être humain. Il sourit à travers ses larmes. Ah, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Quelqu'un qui me voit vraiment. Pas le milliardaire, pas l'entreprise, juste moi, le gamin effrayé qui avait besoin d'un ami. Il prit une inspiration. Léa Dubois, tu m'as sauvé 2 fois. Une fois quand nous étions enfants, et une fois quand nous étions adultes. Je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'en être digne. Je promets de t'aimer, de te soutenir, de me tenir à tes côtés, de partager mes sandwichs avec toi, coupés en triangles, parce que les triangles ont meilleur goût. Léa rit à travers ses propres larmes. « Lucas, dit-elle, j'ai grandi en croyant que les bonnes choses n'arrivent pas aux gens comme moi, les pauvres, les gens qui luttent, les gens qui ne peuvent pas se permettre de rêver trop grand. » Elle serra ses mains plus fort. Puis, tu es entré dans ma vie, ou de nouveau dans ma vie, je suppose, et tu m'as montré que l'univers ne fonctionne pas comme je le pensais. Que la gentillesse revient, que le courage est récompensé, que parfois,
Le gamin maigrichon que tu as sauvé des brutes devient un milliardaire qui ne t'a jamais oublié. Sa voix trembla. Tu ne t'es pas seulement souvenu de moi. Tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. Tu m'as choisi. Non pas malgré d'où je venais, mais grâce à cela. Tu as vu mon food truck, mes factures, ma grand-mère malade. Et tu ne t'es pas enfui. Tu es resté. Elle essuya ses yeux. Lucas Hartwell, tu m'as appris que je mérite d'être aimée, que je mérite d'être heureuse, que les rêves ne sont pas réservés aux autres. Je promets de t'aimer, de te soutenir, de me tenir à tes côtés, et de ne jamais cesser de te servir des assiettes de poulet avec des bananes plantains en plus. Le célébrant sourit. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Lucas attira Léa dans un baiser. Les invités éclatèrent en applaudissements. Grand-mère Élise sanglotait. Sophie prenait des photos. L'ancien quartier célébrait 2 de ses enfants qui s'en étaient sortis et s'étaient retrouvés. C'était parfait. C'était le foyer, 5 ans après le mariage. Léa se tenait sur une scène. Elle s'adressait à la promotion de l'école culinaire du Bois Hartwell, une école qu'elle et Lucas avaient fondée ensemble. Un endroit où les jeunes issus de milieux défavorisés pouvaient apprendre à cuisiner et faire carrière dans la gastronomie. La première chose que je veux vous dire, commença Léa, c'est que votre origine ne définit pas votre avenir. Les étudiants écoutaient, captivés. J'ai grandi pauvre. J'ai perdu mes parents jeunes. J'ai passé des années à lutter pour survivre. Il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner. Des moments où je me suis demandé si tout cela en valait la peine. Elle sourit. Puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que la gentillesse compte, que le courage compte, que se soucier des autres compte. Et finalement, cette personne m'a retrouvé. Et ensemble, nous avons construit quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle fit un geste vers l'école qui les entourait. Cet endroit existe parce qu'un jour, j'ai partagé un sandwich au Nutella avec un gamin affamé. C'est tout ce qu'il a fallu. Un petit acte de gentillesse qui a rayonné pendant des décennies. Sa voix se fit plus forte. Vous allez rencontrer des défis. Vous allez rencontrer des gens qui douteront de vous. Des gens qui essaieront de vous acheter ou de vous intimider pour que vous abandonniez. Des gens qui regarderont d'où vous venez et décideront de votre place. Elle se pencha en avant. Ne les écoutez pas. C'est vous qui décidez de votre place. C'est vous qui décidez de ce que signifie votre vie. C'est vous qui décidez jusqu'où vous pouvez aller. Les étudiants commencèrent à applaudir. Encore une chose, dit Léa. La leçon la plus importante que j'ai apprise. La vie ne concerne pas les moments où tout se passe bien. Elle concerne les moments où vous choisissez de continuer quand même. Quand vous partagez votre sandwich avec un inconnu, quand vous vous levez contre les brutes, quand vous refusez 1 million d'euros parce que votre intégrité compte plus. Elle sourit. Ce sont ces moments qui vous définissent. Ce sont ces moments qui changent le monde. Les applaudissements retentirent dans l'auditorium. Au premier rang, Lucas était assis avec leurs enfants. Élise, 3 ans, nommée en l'honneur de la grand-mère de Léa. Marc, 1 an, nommé en l'honneur du père de Lucas. Grand-mère Élise elle-même, toujours en pleine forme à 78 ans. Sophie était là aussi. Elle dirigeait maintenant le Saveur d'ici d'origine. Le food truck était devenu une flotte de vin, un petit empire bâti sur la bonne cuisine et le travail acharné. « Maman est incroyable », dit la petite Élise. « Oui, elle l'est », confirma Lucas, tout comme sa maman. Léa termina son discours et quitta la scène pour se jeter dans les bras de son mari. « Tu étais incroyable », dit-il. « J'ai failli ne pas le faire. Parler en public me terrifie toujours. Mais tu l'as fait quand même. C'est ce qui te rend incroyable. » Léa regarda sa famille, ses enfants, sa grand-mère, sa meilleure amie, son mari, la vie qu'elle avait construite à partir de rien. « Tu penses parfois à quel point c'est dingue ?» demanda-t-elle. « Il y a 20 ans, nous étions 2 enfants qui partageaient un sandwich. Maintenant, nous avons des écoles, des food trucks et des enfants. J'y pense tous les jours. » Lucas embrassa son front. « Cela me rappelle que tout est possible, même les contes de fées. Même les contes de fées,
surtout le nôtre. Ils sortirent ensemble de l'auditorium. Une famille construite non seulement sur les liens du sang, mais sur un choix, un courage, un refus obstiné d'abandonner l'autre. Qu'auriez-vous fait à la place de Léa? Auriez-vous défendu un inconnu, même si cela vous coûtait quelque chose? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché au cœur? Le bouton Super Merci est une façon de soutenir la création d'autres contenus comme celui-ci. Chaque contribution aide à donner vie à ces histoires d'espoir et de connexion. L'histoire de Léa et Lucas prouve que de petits actes de gentillesse peuvent changer le monde. Un sandwich partagé, un moment de courage, un refus de détourner le regard quand quelqu'un a besoin de vous. Ce sont ces choses qui comptent vraiment. Ce sont ces choses qui durent. Une jeune femme tenant un food truck a failli ignorer un inconnu dans la file d'attente, jusqu'à ce qu'il chuchote 4 mots qui ont tout changé. « Tu te souviens de moi ?» Elle se souvenait. Et parce qu'elle se souvenait, leurs 2 vies furent transformées à jamais. C'est ça le pouvoir de la gentillesse. C'est ça la magie de la connexion. C'est ça qui arrive quand on choisit l'amour plutôt que la peur. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.